Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review et plus précisément aujourd'hui sur Swiss Football Talk avec Daniel Romano. Donc on est très content de t'accueillir, donc journaliste à Blue Sport. Très honoré de t'avoir avec nous pour parler un peu du football suisse et de son actualité. On te souhaite la bienvenue. Salut les gars, merci pour l'invitation. Donc on a un premier sujet, donc finalement dans l'actualité. On aimerait parler un peu de l'équipe de Suisse. Quoi d'autre finalement en cette période de trêve internationale. Et on pourrait commencer par le match, la victoire 5-0 contre la Biélorussie. Mhm. Bah, on aimerait Victoire. bien avoir ton avis sur ce match qui a été, pour ma part, comme je l'attendais, comme ce qu'il fallait faire. Oui, et en même temps, ça aurait pu très très mal commencer. C'est Ah ça oui. qui est assez paradoxal parce qu'on s'attendait tous à une victoire assez facile, minimum 3 buts marqués, 0 encaissé. Et puis il y a cette latte qui aurait finalement pas changé grand-chose parce que j'imagine pas que la Suisse aurait perdu derrière. Mais cette entame de match, elle m'a quand même semblé un peu étrange. Un peu comme si voilà, les joueurs étaient là sans être là et c'était chouette finalement que ça termine sur la latte parce que je crois que ça a mis tout le monde très vite dans le bain, dans le match. Et après, voilà, c'était une sorte de monologue et comme vous l'avez dit tous les deux, c'est une victoire assez logique et assez tranquille, somme toute. Oui, donc ça n'a pas duré très longtemps, hein, le doute, parce que Stephen a ouvert le score à la 4e minute, a ensuite mis deux autres buts à la 17e, à la 29e. Il y avait des sceptiques, hein, pas mal de sceptiques autour de Stephen, dont Moi, mon camarade. Euh, bah, qu'est-ce- pour moi, c'est vraiment, ça ne tient qu'à moi, cette affaire. Mais pour moi, il y avait des jeunes, et c'est vraiment, je trouve, c'est très international, où on joue contre des petites équipes, tout en ayant le respect pour l'Israël et la Biélorussie. Mais c'est des matchs où on peut prendre des jeunes. Ils ont pris Amdouni, par exemple. Pour moi, ils auraient pu prendre des gens comme Endoy. En plus, il a marqué contre l'Espagne M21, Endoy, pour le match avec la Suisse, M21. Je l'aurais bien vu. Mais bah, la réalité en est tout autre. Et Stéphane marque un triplé, je suis très content pour lui. Oui, surtout il a répondu aux critiques sur le terrain. Nous, on en fait une thématique précisément dimanche de Renato Steffen dans notre émission, dans notre avant-match, parce qu'effectivement, Lugano, on a l'impression que c'est un peu compliqué, la situation est compliquée. On n'est pas sûr que tout fonctionne comme lui le voudrait et comme le club le voudrait. Après, voilà, 3 buts en si peu de temps, ça n'a jamais été fait avant. Aucun autre joueur en équipe de Suisse a marqué un triplé aussi rapidement. Et on se souviendra de Renato Steffen pour ça, finalement, Ouais. plus que pour, pour son jeu, ses erreurs, parce qu'il a fait aussi quelques erreurs samedi. Mais on va tous se souvenir de ça. Ça, c'est des trucs qui restent dans les stats. Mais je peux comprendre le scepticisme des gens concernant le joueur. Et je peux comprendre aussi le scepticisme quant au choix et la possibilité, par exemple, d'avoir effectivement un Dan Endoy avec Léa. Bah pour revenir à ce que tu as dit, hein, il y a une période pas très simple avec Lugano. Alors, je regarde pas tous les matchs de Lugano, hein, pour être franc, mais j'ai regardé les matchs quand c'était à Tourbillon, et bah, j'étais en tribune. Et ben, pour moi, il a pas fait des merveilles. Euh, il a marqué 3 buts en Super League, si je il me me trompe. semble. Ouais, il me semble. Euh, pour moi, c'était déjà une petite erreur de le prendre à la Coupe du Monde. Ça ne tient qu'à moi. Et voilà, mais je pense qu'on est tous d'accord, mais j'espère que ça va le remettre vraiment dans le bon drap pour cette fin de championnat, c'est triplé, j'espère en tout cas pour lui. Ouais, moi, il y a un autre joueur dont j'aimerais parler, c'est Zeki Amdouni. Alors, Amdouni, on l'a tous vu, hein, avec Bâle, il a fait des super performances. Et j'étais très content vraiment de le voir en sélection, amplement mérité. Et il marque, il rentre en jeu, c'est un de ses tout premiers ballons, hein, sur une passe de Chaka. Il met le cinquième et je suis très très content pour lui. Votre avis là-dessus? Bah moi aussi très content, il a marqué en 6 minutes, si je me souviens bien. Il fait une saison mais juste fantastique avec Bâle. Et en plus, Bâle n'a pas toujours été très bien dans ce championnat cette saison.
Mais franchement, je pense que c'est aussi grâce à lui que Bâle est en train de remonter la pente, pour moi. Et c'est ultra mérité qu'il soit pris, et j'espère qu'il sera pris encore pour les autres trêves internationales. Voilà. Ouais, 11 buts en 2023, son premier but en équipe de Suisse après 6 minutes, vous l'avez dit tous les deux. Moi, ce que j'aime chez Zeki, c'est l'intelligence avec laquelle il gère sa carrière, vraiment step by step. Mérin, Carouge, Stade Lausanne-Ouchy, Lausanne Sport, Bâle. C'est vraiment à chaque fois un petit step de plus, et à chaque fois, parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. C'est pas 3 saisons dans un club. À chaque fois, on a l'impression que le club où il est trop petit pour lui. Là, il y a des rumeurs. Ça reste vraiment clairement que des rumeurs. Mais on parle d'un intérêt de club allemand déjà. Et il est tellement jeune et il a tellement la tête sur les épaules. Il est tellement humble que ça peut que lui servir en fait de faire ce genre de choix, de garder cette humilité. Et je crois qu'en fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais le départ d'Alex Frey et l'arrivée d'Aiko Fogel a aussi beaucoup aidé Zeki dans le sens où il y a moins de tournus qu'avant à Bâle. J'ai l'impression que voilà, il y a un noyau maintenant dans cette équipe. Chacun connaît les automatismes de l'autre. Voilà, malheureusement, Dzekiri se blesse. C'est un joueur avec qui il s'entend à merveille. Dan Endoy aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que 2023, c'est encore mieux que 2022 pour Zeki, et forcément il sera encore appelé en équipe nationale. Un joueur comme ça, pour moi aujourd'hui, tu peux plus t'en passer. Non, c'est clair, vraiment, donc très très mérité pour Amdouni. Et par rapport à la liste, alors deux joueurs qui n'ont pas joué, mais qui ont suscité des débats. Premièrement, alors un roman, Jérémy Frick. Moi, à titre personnel, je suis très content de le voir. Maintenant, la question se pose avec un Philippe Keun. Qu'est-ce qui a motivé finalement Yakin? Voilà, moi je suis curieux Je te pose une question. de connaître l'avis. Est-ce que tu penses que si le match avait eu lieu à Saint-Gall, à Lucerne ou à Lugano, Murat Yakin aurait pris Jérémy Frick? Moi je pense que non. C'est une sorte de petit cadeau, et en même temps il le mérite parce que il fait un bon championnat, il est régulier. Alors il a de temps en temps ses petites absences, on le connaît, quoi. Il est comme ça, il a ce grain de folie mais qui fait partie de lui. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, qui aime prendre des risques, et finalement il a été pris. C'est un débat qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il n'a pas été pris pour être numéro 1, quoi. Il a été pris parce que Gregor Kobel s'est blessé et qu'il est numéro 3 comme une sorte de récompense. Et j'en ai pas parlé directement avec lui, mais je pense que c'est un peu aussi comme ça qu'il le perçoit, il le mérite. Ça tombe sur cette fois, et autant prendre, quoi. Il faut prendre quand on nous donne ce genre d'opportunité-là. Et je pense que s'il y avait eu que Gregor Kobel qui s'était blessé, je suis pas sûr qu'il serait pris. Enfin, que Jérémy Frick soit pris, honnêtement. Il y a Von Bolmos, il y a Mvogo qui sont blessés. Et un deuxième joueur qu'on avait envie aussi d'avoir ton avis, c'est Schmidt. C'est Schmidt. Voilà, c'est Schmidt. C'est un peu une surprise, mais pourquoi pas? Qui a sa place? Je ne sais plus lequel des deux on a parlé avant, ou si vous en avez parlé les deux, mais c'est un peu le genre de match, le genre de réunion, le genre d'adversaire qui fait que, allez, on prend et on essaye et on regarde si ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et peut-être qu'il l'a même pas pris à la base pour être titulaire, même pour rentrer. Il a peut-être voulu l'insérer dans le groupe pour voir comment il vivait ça, pour essayer de l'intégrer dans un futur. Tout à coup, il y a un blessé, il y a un malade. Souvenez-vous à la Coupe du Monde, dès qu'il y a eu juste une pièce du puzzle qui a manqué, ça a changé énormément de choses. Donc peut-être qu'il a aussi été pris pour ça. Oui, alors moi je suis d'accord avec ça. Encore une fois, par contre, je me demande juste peut-être, est-ce qu'un Ulysse Garcia, voilà, il me semble que Jérémy Manière en parlait sur Blue Oui. Sport.
Est-ce que justement Eric Garcia... Eric? Non, pas Eric. Non. Je confonds avec le joueur du Barça, là. Ulysse Garcia, pardon. Aurait peut-être mérité sa place. Voilà. Alors, Mais à part ça... Totalement. Mais est-ce que... D'un côté, évidemment qu'il mérite sa place, évidemment que Ulysse Garcia, c'est pour moi devenu un joueur irremplaçable à IB. Il y a toujours... moi j'y étais, il y a toujours cette faute à Rome là qui lui colle à la peau. Murat Yakin, je ne sais pas si vous avez vu la série The Pressure Game. Moi je ne le connais pas personnellement, Murat Yakin, je l'ai croisé quelques fois quand il entraînait Sion ou d'autres clubs, mais en tant que sélectionneur je ne l'ai jamais croisé. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une sorte de difficulté à oublier les épisodes. Il y a ce moment où il parle des joueurs qui jouent aux cartes. Là, cette anecdote que tout le monde connaît maintenant. Et il l'a fait payer en fait, à ces joueurs qui n'ont pas été sélectionnés derrière. Et je ne sais pas si peut-être ça joue encore un rôle. Ce penalty concédé par Ulysse Garcia, mais oui, Ulysse Garcia mérite d'aller en équipe de Suisse. Et je pense que c'est qu'une question de temps, ce sera au prochain rassemblement. Puis un autre joueur, j'avais envie de parler, qui a été pris qu'une fois avant le match en Biélorussie et qui est pour moi aussi irremplaçable dans son club en Super League, c'est Trezeguet, Cédric Trezeguet. Pour moi, c'était logique de le prendre. Ouais, bien sûr. Et Cédric va très probablement partir au mercato estival. C'est un joueur qui est maintenant mature, qui a gagné en tout, en qualité foot, en mental, en tout, en masse, en assurance. C'est un joueur monstrueux pour moi et oui, il mérite sa place en équipe nationale. Et c'est chouette qu'il fasse partie de ce premier rassemblement parce que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça peut aussi être le début de quelque chose, le début d'un chemin qui doit, en tout cas, je ne veux pas dire qu'il devrait, mais qui doit nous emmener en Allemagne pour cet Euro. Et pour moi, aujourd'hui, Cédric Trezeguet a sa place dans une liste de 23 joueurs. 23 ou 26, on ne sait pas comment ce sera à ce moment-là. Oui, alors je vous rejoins totalement vos avis. Trezeguet, c'est presque une évidence au vu de ses dernières performances à Young Boys. Et donc, je me permettrai de conclure cette petite page sur l'équipe de Suisse en précisant que du coup, la Suisse joue demain à 20h45 au stade de Genève face à l'Israël. Est-ce qu'on s'ose un petit pronostic ? Pourquoi pas ? Alors, je pense, en toute subjectivité, que ce sera peut-être un tout petit peu plus dur que contre la Biélorussie, mais je pense que la Suisse pourrait gagner, mais doit gagner pour vraiment se donner confiance dans ces éliminatoires pour l'Euro. Et franchement, une bonne victoire, 3-0. Moi, je dis 2-0, allez. Ok. Voilà, donc ensuite, un thème qu'on nous a demandé, c'est le F-Session. Ce qui paraît assez logique, au vu de la situation actuelle qui est assez catastrophique. Si je dois le rappeler, le F-Session, c'est 14 matchs sans victoire, plus de défaites depuis plus de victoires, pardon, des défaites, il y en a eu. Plus de victoires depuis plusieurs mois, 3 entraîneurs cette saison. Rien ne va plus au F-Session. Non. Mais j'ai l'impression, je vais reprendre les mots d'un commentateur de la RTS qui a commenté le match contre Grasshoppe, pas samedi, le dernier match, je sais pas. Avant la trêve internationale. Avant la trêve internationale, il a dit c'est pas la première fois qu'on voit ce film à tourbillon, et malheureusement, il a raison. Il a raison. C'est un F-Session qui a eu des occasions, mais dès qu'ils se prennent ce 2-1, ils baissent les bras. Et c'est dommage. Oui, c'est un problème je crois,
c'est plus seulement un problème de confiance en soi ou d'équipe qui a perdu la motivation, mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est une équipe qui est devenue alors très très fragile, mais au cours de la saison, elle a été fragilisée à mon avis, mais ça n'engage que moi, par le départ de Tramezzani, pour moi. Parce que Fabio Celestini est arrivé avec sa nouvelle philosophie, il n'a pas vraiment de plan B. Pour moi, Fabio Celestini, il a sa philosophie. C'est pas quelqu'un qui va adapter son jeu aux joueurs qu'il a. Donc, il a voulu faire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il a insisté, ça lui a coûté sa place. David Bettoni, je ne suis pas du tout convaincu par le choix. Non pas parce que je pense que c'est un mauvais entraîneur, mais plus parce que j'imaginais, je ne vais pas dire j'aurais fait parce que c'est pas moi le président et c'est pas moi, je fais pas partie des dirigeants et donc je connais pas tous les détails, mais j'imaginais un coach qui connaît le foot suisse, qui connaît la Super League. J'ai l'impression que Sion fait exactement ce qu'a fait Lausanne la saison dernière en engageant Casanova. Voilà, il a fallu un temps d'adaptation à Casanova. Et j'ai quand même la sensation qu'avec un tout petit peu plus de temps, quand il a commencé à comprendre le championnat, la Super League, eh ben, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Je ne dis pas que Lausanne se serait sauvé, mais il a commencé à comprendre des trucs. Il est arrivé en disant « Ouais, mais moi, je connais le foot, je vais vous expliquer le foot. » Et David Bettoni n'est pas arrivé dans cet état d'esprit-là, mais il y a beaucoup de similitudes. Il y a énormément de similitudes. D'ailleurs, ils se sont parlé les deux avant que David Bettoni signe à Sion. Il l'a dit lui-même en conférence de presse. Et donc, voilà, pour revenir à ce que je disais, cette équipe, je la trouve désormais fragile, très fragile. Derrière, absolument inoffensive devant. D'ailleurs, Giovanni Sio va pouvoir être aligné ce week-end. C'est peut-être une bonne nouvelle. Contre Lucerne, à Lucerne, dernière victoire de Sion, c'était justement là-bas. À Lucerne, mais à Tourbillon. À Tourbillon, pardon. Et le problème, c'est que je vois pas. J'ai de la peine à comprendre aussi pourquoi on se sépare de Stojkovic. Alors oui, il a amené de l'argent, mais pour moi, c'était le meilleur attaquant du FC Sion, Stojkovic. C'est le joueur qui donnait tout, qui courait même sans le ballon, et donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu une succession de mauvais choix qui font que cette équipe, elle a plus vraiment comment je devrais dire ça, de repères. Voilà. Elle manque de repères dans tous les secteurs. J'adorais cette équipe au milieu. Pour moi, cette équipe au milieu, au début de saison, c'était génial. Le 4-3-3 de Paolo Tramezzani avant l'arrivée de Balotelli, mais c'était génial. J'adorais Grgic, Poa, Raz là au milieu. Ça tournait. Devant, c'était cool. Derrière, c'était chouette. Il y a tout qui allait. Et puis, bon, après, chacun se fera son avis sur les dernières arrivées, mais dont celle de Balotelli, qui pour moi a déréglé beaucoup de choses. Voilà, donc tu me coupes un peu l'herbe sous le pied, hein, notamment par rapport à Stojkovic, où je me posais la question d'un vrai buteur, parce que finalement, on voit Balotelli, il a de la peine à rester devant, il décroche beaucoup pour venir chercher les ballons plus bas, donc pas grand monde devant, on l'a vu en plus en l'absence de Sio, et Carlen pas sélectionné pour le dernier match. Par contre, il y a un jeune joueur donc qu'on a eu l'occasion de voir notamment en match amical avec le FC Sion U21, c'est Abdel Zagré, né en 2004, qui a marqué justement en amical face au Lausanne Sport. Ça peut être une alternative, mais je te rejoins complètement. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir vendu Stojkovic qui pour moi aussi apportait vraiment quelque chose devant. Je suis totalement d'accord. Pour moi, j'étais, on va dire, pas choqué, mais j'étais surpris de le vendre et je me suis dit, alors si ils vendent Stojkovic, ils ont quelqu'un pour le remplacer en tête. Ça n'a pas été fait. Malheureusement, pour moi, il y a personne qui peut remplacer Stojkovic, qui a remplacé Stojkovic à Sion. Et Zagré, on aimerait t'entendre là-dessus, sur ce jeune joueur. Alors, je le connais pas très bien et je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit la meilleure piste parce que ça reste un jeune joueur qu'il faut
pas vraiment brûler, qu'il faudrait pas trop précipiter dans le bain comme ça, en fait ces opérations commando, hein, comme on les appelle. Enfin, maintenant c'est tout le temps comme ça, chaque saison c'est comme ça. Ça peut être une belle histoire, mais je sais pas à quel point il est déjà prêt pour pouvoir jouer en Super League contre une équipe comme Lucerne, pour des équipes comme Getse, comme Winterthur qui sont là-bas, ou même contre IB, Bâle, Lugano, etc. ou Saint-Gall. Ouais, justement, par rapport à Zagreb, hein, je suis d'accord. Je Moi pense aussi. que le voir rentrer en jeu, ça peut être positif. Voir un peu ce qu'il a proposé, mais ça n'a pas le calibre, en tout cas pour l'instant, d'un titulaire en Super League. On voit que Carlen ne joue pas cette saison. C'est compliqué. Et Mais ça, pour moi, c'est un grand mystère. ouais. Pour moi, c'est un très, très grand mystère. Je suis d'accord Parce aussi. que J'ai de la peine à c'est un imaginer joueur qui- Carlen avoir des gros problèmes de comportement. Enfin, je n'ai jamais entendu parler de cette façon, mais bon, je sais pas. Je suis totalement d'accord avec vous deux sur Zagreb. Et pour moi, il faut, Carlen pourrait remplir ce rôle, il faut un deuxième attaquant qui accompagne Balotelli. Parce que jouer avec une seule pointe et qui est Balotelli, tu joues avec un attaquant. Tu joues sans attaquant en fait. Tu joues sans attaquant. Et donc ça c'est dommage. Et ouais. Puis il a marqué la majorité de ses buts sur balle arrêtée, hein. Balotelli sur penalty. Il a marqué 3 buts sur 5. ouais, 3 buts sur 5, voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Puis pour moi, un autre mystère avec Balotelli, pourquoi le mettre capitaine? C'est aussi une question. Pour moi, le capitaine, ça doit être l'exemple de l'équipe. Malheureusement, on connaît Balotelli, on connaît ses qualités comme ses défauts. C'est peut-être pas l'exemple de l'équipe. Désolé pour ça. Mais voilà. Ouais, moi, je me suis déjà exprimé quelques fois à ce sujet dans nos émissions. C'est à peu près ça. Normalement, celui qui porte le brassard est celui qui montre l'exemple. Ça ne doit pas être celui qui met des petits croche-pattes, qui laisse traîner le coude, qui va essayer d'envenimer les choses comme il le fait trop souvent. Et je crois que Fabio Celestini a essayé, parce que ça aussi, c'est d'une telle incohérence. On passe de tant que Mario Balotelli n'est pas en forme, je ne vais pas le prendre dans le groupe, je ne vais pas le faire jouer, je ne vais pas le titulariser. Et puis tout à coup, il est là et on le met capitaine. Donc c'est une énorme incohérence. Mais d'un côté, je pense qu'il a peut-être essayé à ce moment-là d'aller le piquer, en fait, d'aller lui dire. Parce que j'imagine Balotelli recevoir cette info, tu vas être mon capitaine. J'ai jamais été capitaine nulle part. J'imagine assez la réaction de Balotelli, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est déjà difficile pour lui de se gérer en tant que joueur, en tant qu'être humain, que joueur, et c'est encore plus difficile de le faire comme un capitaine. Alors moi, j'ai absolument rien contre Mario Balotelli. Mes origines, voilà, tout le monde les connaît. Je suis d'origine italienne. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je suis très très déçu par rapport à ce qu'il présente, parce que j'ai des attentes très élevées. J'avais des attentes très élevées le concernant, donc forcément ma déception est plus grande, ouais. Et j'aimerais revenir aussi sur des propos qu'a tenu Bettoni à la fin du match contre Grasshopper, donc en conférence de presse. Il a dit qu'il reprochait rien, notamment à Balotelli et à ses joueurs. Alors pour revenir à Balotelli, à mon avis, contre Grasshopper, ça n'a pas été encore une fois un grand match. Il a une ou deux occasions, un coup franc. Bon, moi, j'ai de la peine avec j'ai rien à reprocher à mon équipe, alors que la deuxième mi-temps, elle est quand même assez compliquée. Je suis d'accord. Je pense qu'il tente aussi de rester assez positif et pas de diffuser des mauvaises ondes, surtout à des journalistes qui après mettre ça dans les médias et tout ça. Je crois qu'il faut le prendre, il faut regarder la situation de son point de vue à lui. Il vient d'arriver, ça se passe pas mieux qu'auparavant. Et si il commence à mettre la faute sur son équipe, sur ses joueurs, il les perd directement. Il perd son vestiaire alors qu'il vient tout juste d'arriver. Il faut tout sauf ça. En ce moment, en fait, ce qu'il doit faire, c'est réunir tout le monde, c'est trouver
trouver le moyen d'aller chercher ces joueurs, chaque joueur. Et je pense que ce genre de propos, c'est vraiment dû à la recherche de garder un vestiaire, comment je dois dire ça, de réussir à ramasser les miettes du vestiaire pour en faire un petit quelque chose, parce que moi je vois ce vestiaire actuellement justement en miettes, et aller dire que c'est de la faute des joueurs, de la faute de l'équipe, je pense que c'est pas la bonne solution en termes de com. Et puis je trouve aussi, et puis c'est notre avis à nous deux, que sous Tramezzani, et on était voir tous les matchs à Tourbillon depuis le début de la saison à peu près, et il y avait beaucoup plus de cohésion avec Tramezzani. Il y avait il amenait, en fait, sa joie était contagieuse à Tramezzani, je trouve. Sa joie était vraiment très contagieuse et il l'amenait aux joueurs, et je pense aussi, c'est pas que grâce à ça, hein, mais c'est aussi grâce à ça qu'il faisait plus de points. Je crois que c'est pas que la joie, c'est son amour pour le foot, c'est sa folie. C'est quelqu'un qui est assez, je ne vais pas le prendre de manière péjorative, mais il est assez, il n'est pas tout seul dans sa tête. Il a des idées folles parfois, mais ça lui rend service. C'est quelque chose qui le fait avancer. C'est un énorme travailleur. C'est un savant, une sorte de savant fou du foot. Et il essaye des trucs. Rappelez-vous, la saison dernière, quand il arrive, là, il fait de nouveau une énième mission commando. Il sauve Sion et on lui demande, voilà, maintenant tu les as sauvés, tu as joué défensif, maintenant on veut que tu joues au foot. Il a fait quoi? Il s'est adapté. Il a commencé la saison en 4-3-3. L'équipe jouait bien, l'équipe avait ses schémas préférentiels, ses circuits préférentiels. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se créer. Après, ben voilà, je reviens là-dessus. Il y a l'arrivée de Balotelli qui dérègle des choses. C'est impossible de nier ça. Et cette arrivée-là, elle pose problème parce que lui, il doit trouver une place à Balotelli. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit changer de système. Après, il revient sur l'ancien système, mais ça ne marche pas non plus. Il doit enlever son milieu à 3 qui était génial avant. Bah, forcément, il faut en enlever un. Après, il y a Willian Cyprien aussi, à qui il faut faire une place. C'est tout un enchaînement d'arrivées et de nouveaux joueurs qui font qu'il perd un petit peu les pédales, mais malgré lui. Mm-hmm. Et après, bah voilà, ce 7-2, voilà, outre le 7-2, bah, il y a d'autres erreurs, il paye d'autres erreurs que ce 7-2-là. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, ni Fabio Celestini, ni David Betoni n'ont fait mieux que Tramezzani. C'est sûr. Bien au contraire. Je suis complètement d'accord. Hein. Pour moi, Tramezzani aurait mérité, malgré 7-2, bon, c'est un match, ça peut arriver. Un blackout, de rester sur le banc, ça aurait été mieux pour la continuité, mais c'est ce qu'on voit à Tourbillon depuis 5 ans. Hein. Les entraîneurs, ils se succèdent. Il y a beaucoup trop de changements. Il y a des changements plusieurs fois par saison, c'est compliqué. Et voilà. Et encore une fois, c'est encore une fois les Balotelli, les Cyprien. C'est des coups de com' à la Constantin. Alors on connaît son attrait, pas pour le bling bling, mais pour les joueurs un peu de ce type. Et on l'a vu avec des Djourou, des Berami. Gattuso encore un peu plus il y a longtemps. Ça n'a jamais été très très concluant, et j'ai l'impression qu'on répète un peu les mêmes erreurs en Valais. Voilà, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils se battent pour le maintien sur chaque saison. Voilà. C'est ça. Voilà, donc on l'a dit, hein, on retrouvera donc Sion face à Lucerne ce week-end à l'extérieur, et puis Sion face à Servette à Tourbillon pour un derby. Alors on verra s'il y a une réaction notamment de caractère, peut-être, je ne sais pas. On espère. Peut-être le derby fera que, on espère. Tu vas faire la même deuxième mi-temps que... Enfin, le même match que la deuxième mi-temps à Genève. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'était assez particulier. Hein. J'y étais. Beaucoup de boulettes. Je vais être honnête, je m'attendais à ce qu'ils finissent à 4, 5-0. Ouais. Vraiment. Voilà, alors là, ils m'ont surpris. Voilà. C'est bien. Ensuite, un autre club roman qu'on nous a
assez demandé, c'est pardon, j'ai un peu bégayé, le Lausanne Sport. Bah, moi, je vais te laisser en parler, Daniel, parce que moi, je suis moins la Challenge League, je l'avoue. Donc, je me suis renseigné pour ce Swiss Football Talk. J'ai vu sur les 10 derniers matchs que Lausanne a fait 6 victoires, 2 défaites, 2 égalités. Ils sont troisième. Je vais regarder mes fiches, désolé. Ouais, ça fait 46, 45. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. C'est serré en haut de tableau. Ouais. Il y a encore Stade Lausanne-Ouchy qui est pas loin à la 4e place. C'est ça, donc je voulais bien t'entendre là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Ouais, c'est un super week-end. Là, dimanche, il y a Yverdon qui se déplace à Lausanne. Et en même temps, il y a aussi Neuchâtel Xamax qui joue contre Stade Lausanne-Ouchy. Donc, Xamax se bat contre la relégation et Stade Lausanne-Ouchy doit gagner pour pouvoir justement rester là près des 3 premières places. Et Lausanne, c'est une saison très particulière parce que c'est l'ogre, c'est l'archi-favori de cette saison de Challenge League. Et on attend toujours le moment où Lausanne va prendre la première place, mais pas seulement, se détacher, en fait, détacher, prendre le large. Et j'ai l'impression finalement que ça risque de pas arriver, ça va se jouer jusqu'à la fin sur des détails, je pense. Et c'est drôle, je parle comme un joueur. Les joueurs disent ça. Mais c'est la vérité parce que on sent que Yverdon, pour moi, Yverdon va terminer dans le top 3. Voilà. Je me lance. J'ai de la peine à imaginer Yverdon sortir de ce top 3. Et j'ai un outsider, un monstre outsider qui est le FC Thun, qui est loin derrière, mais qui en fait va jouer tous ses matchs comme des finales et qui a largement les moyens de revenir dans ce top 3. Je ne sais pas comment finira Ville, mais du coup, voilà, ça m'interpelle parce que ce FC Lausanne Sport, il souffle le chaud et le froid. On n'est pas encore vraiment au clair sur la manière de jouer. On a vu des choses intéressantes et puis des choses plutôt catastrophiques même. Ludovic Magnin a toujours voulu d'abord mettre l'accent sur la défense. On protège le but, on essaye de ne pas encaisser. Lausanne, d'ailleurs, a l'une des meilleures défenses de Challenge League. Enfin, c'est partagé avec d'autres équipes, mais c'est une équipe, on peut dire que c'est la meilleure défense de Challenge League. Et puis Yverdon marque beaucoup. C'est la meilleure attaque. Donc ça va être chouette de voir ce match dimanche. Mais là, c'est vraiment le match, l'un des tournants pour moi. Pour dire vraiment, voilà, maintenant, on y va, on prend les devants et on montre qu'ensuite on ne pourra pas nous rattraper. Et ce qui est intéressant, c'est que Lausanne a gagné son match contre Yverdon pour l'instant, cette saison, à la maison. Et Yverdon avait gagné 4-0 à Yverdon contre le LS. Donc pour l'instant, deux victoires, à chaque fois pour le club qui jouait à domicile. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est une saison étrange. Voilà. C'est une saison étrange pour le LS qui a de la peine à assumer son statut de favori. Voilà, donc tu as très bien souligné. Hein. Il y a des performances très contrastées du côté de Lausanne. Malgré tout, il y a un joueur qui m'impressionne quand même au fil des matchs, c'est Brighton Labo. Que dire, 25 matchs, 17 buts, 6 passes décisives. Franchement... moi, il ne m'impressionne plus. C'est-à-dire qu'il est devenu... Ce qui m'impressionne, c'est presque quand il n'est pas sur le tableau d'affichage pour un but ou pour une passe D. C'est plus ça qui m'impressionne, parce qu'il est devenu... Voilà, il a gagné en maturité. En arrivant au LS, il était déjà assez monstrueux au slow. Et là, il est quand même arrivé dans un autre environnement, avec d'autres objectifs, avec une autre pression. Et c'est un joueur qui répond toujours présent. Et ce que j'aime chez lui, j'ai dit ça tout à l'heure de Zeki Amdouni, mais il a le même profil humain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble,
qui est tout le temps travailleur, qui est pas toujours, enfin, qui est pas systématiquement content de ce qu'il a fait. Il va aller chercher ce qu'il a mal. Si vous met un triplé, il va se souvenir du ballon qu'il a raté pour le 4e but, et ce genre de choses-là. Et je pense que c'est là que ça se joue aussi chez lui. C'est quelqu'un qui est très sévère avec lui-même, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et je ne sais pas à quel point, c'est aussi une question que je me pose, c'est si le LS n'est pas promu, ben voilà, qu'est-ce qu'il va devenir lui? Parce que c'est un joueur de Super League, Brighton Labo. C'est un joueur de Super League à mon avis. C'est très intéressant que tu mettes ça sur la table. Pour moi, le LS, s'ils ne sont pas au moins dans les 3 premiers, qu'ils avaient joué le barrage contre le dernier de Super League, ils ont raté leur saison, pour moi. Oui, absolument. Et j'ai envie de mettre l'accent sur un autre joueur, Sanchez, Alvin Sanchez, que je trouve aussi assez intéressant, qui a pas les mêmes stats que Brighton Labo, c'est sûr. Il a joué 23 matchs sur les 20 ans, il est rentré en jeu, il a été titulaire 23 matchs sur 26, il a fait 4 buts, 4 passes D, et encore 3 matchs en coupe sur 3. Pour moi, c'est un joueur très prometteur aussi. Oui, avec un problème qu'il faut effacer rapidement, c'est son inconstance. Il est encore, il est jeune, il n'est pas encore arrivé, et par moment, il donne un peu cette sensation de penser qu'il est arrivé. Et c'est ce qui lui manque, c'est effacer ça, ne pas penser qu'il est arrivé, continuer à travailler comme il le fait très bien. C'est un jeune joueur qui est très très chouette. J'ai déjà échangé avec lui, et il a toutes les qualités, en tout cas dans les pieds, pour devenir un très bon joueur de notre championnat. Maintenant, il y a ce côté peut-être mental encore à travailler pour passer au palier supérieur. Voilà. C'est très juste. Mais c'est avec Brighton Labo, si vous me demandez de prendre la liste des joueurs du LS, et puis si je suis directeur sportif d'une équipe, quel joueur je prends Brighton Labo, je prends Alvin Sanchez, évidemment. Donc en objectif, c'est pas du tout caché, au Lausanne Sport, l'objectif c'est de finir premier, voire deuxième, mais en tout cas d'être premier en Super League. Et ça passera par des bons résultats face à Yverdon et Belinzone, qui sont les 2 prochains matchs du club vaudois. Ce qui, finalement, on va enchaîner sur un autre club roman. Cette fois, à peu près dans la même situation que Lausanne, mais en Super League, le Servette FC. Le Servette n'a plus de victoire depuis 5 matchs. Il y aura un changement d'entraîneur à la fin de la saison, René Weiler. Mais on aimerait avoir ton avis aussi là-dessus, sur la situation du Servette FC en ce moment. En fait, ce que j'aime dans ce que fait le Servette FC, c'est la progression qu'il y a eu depuis la montée en Super League. J'ai l'impression que malgré tout, il y a toujours eu quelque chose de plus. Il y a toujours eu, il y a des places gagnées. Il y a une place en Europe pour des qualifs en Europe, avec un noyau de joueurs qui est souvent le même. Et j'ai de la peine à comprendre parfois les fans du Servette FC qui sont très sévères avec leur club, je trouve, parce que des fois, il n'y a pas assez de transferts, il y a pas assez d'arrivées, et puis des fois, il fallait attendre de vendre des joueurs pour pouvoir en acheter d'autres. Et moi, j'adorerais être supporter d'un club comme le Servette FC qui gravit les échelons d'année en année, de saison en saison, et de me dire, mais purée, il y a quelques années en arrière, on était en Challenge League, et chaque saison, on arrive à faire mieux, et chaque saison, oui, il y a des faux pas par moment, il y a des blackouts par moment. Alors oui, là, Servette n'a pas gagné depuis un moment, mais Servette est quand même toujours là, deuxième, et Servette va finir sur le podium à la fin de la saison. Et je trouve que c'est un exemple à suivre en Super League. En tout cas, c'est l'exemple roman à suivre indubitablement, parce que je ne vois pas un autre club qui travaille aussi bien que le Servette FC actuellement. Je suis complètement d'accord. Je voulais le souligner, mais je trouvais que
Il y a certaines fois, les supporters grenats qui ont eu la critique, par exemple, un peu facile envers Geiger, qui, depuis qu'il est arrivé, il a quand même fait monter le club en Challenge League, pas en Challenge League, en Super League. Super. Ensuite, une 4e place, donc à ce moment-là, qui était quand même synonyme de barrage d'Europa League. Une 3e place. Ensuite, l'année passée, une 6e place. Bon, voilà. Et cette année, ils sont 2e, bien partis pour continuer sur cette lancée. Donc, moi, même en tant que supporter de Sion, je suis forcé de reconnaître que c'est du très bon travail qui est fait à Genève. Et je suis admiratif de ce qu'ils font. En plus, ils ont des super beaux maillots. Mais j'ai envie de souligner aussi un truc, ils ont un des plus petits budgets de Super League. Je sais pas combien ils se classent ce budget, mais c'est pas très haut, je pense. Mais ils arrivent toujours à avoir, ils arrivent par exemple à prendre en prêt Mbabou, à avoir bon, il est arrivé il y a longtemps, mais Stevanovic, pardon. Stevanovic. Pour Mbabou, c'est assez particulier quand même. C'est le prêt, un cas spécial. Le prêt est assez particulier. Je ne pense pas que Servette pourra garder. Non, Mbabou non, mais donc, voilà, c'est assez particulier ce prêt. Et puis ils misent aussi surtout sur beaucoup de jeunes. Ils ont beaucoup de jeunes, des M21, où ils prennent beaucoup de jeunes. Et j'aime bien cette mentalité. Je sais pas si ça a été amené par Geiger, mais en tout cas de prendre des jeunes, de faire confiance aux jeunes dans cette équipe, il y en a pas mal. Et moi j'aime bien, franchement. Et encore une fois, c'est drôle parce que vous voyez, on est d'accord sur ce qu'on est en train de dire là par rapport aux jeunes. Et les supporters. J'ai souvent entendu les supporters dire qu'il n'y en avait pas assez, qu'Alain Geiger ne les faisait pas jouer, etc., etc. Donc on a vraiment deux visions très très différentes. Ouais. Il y a la vision du supporter, peut-être qui est, comme quand on parlait de Balotelli tout à l'heure, qui a des attentes parce que c'est un supporter. Et puis peut-être la vision plus objective des observateurs, des journalistes, des fans des autres équipes qui diraient, voilà, nous à Sion par exemple, qu'est-ce qu'on a comme jeunes, nous à Neuchâtel, qu'est-ce qu'on a comme jeunes, etc. etc. Non mais c'est clair, le Servette FC qui fait quand même jouer pas mal de jeunes. Bon d'ailleurs, il y a eu un petit problème avec une feuille de match récemment. Mais... voilà. Ça s'est transformé en une défaite par forfait. Ouais, bon, de toute façon, entre guillemets, ils avaient perdu. Il y avait défaite. Voilà. Il y avait défaite au bout, mais... Le goal average qui prend un petit coup, bon. Mais voilà, le travail avec les jeunes, il est bon aussi. On a vu Walton Berami, là, qui est parti en prêt à Belinzone il n'y a pas si longtemps. Bonne chance à lui. Là où il y a un souci, là où je m'inquiète, c'est plus les coulisses. Parce que foot, ça marche, terrain, ça marche, mais on sent qu'il y a le feu en coulisses. On sent qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a des désaccords, avec toutes ces démissions qu'on a eues dernièrement. On sent que c'est pas tout bleu ou tout rose, plutôt en coulisses. Dernier sujet qu'on voulait parler, c'était Yverdon et le Slow. C'était Yverdon et le Slow. Deux équipes, Stade Lausanne-Ouchy qui est 4e de Challenge League, on l'a dit, Yverdon qui est premier. Pour moi, ces deux équipes, Stade Lausanne-Ouchy, on commence à les connaître en Challenge League, Yverdon un tout petit peu moins. Mais pour moi, le premier qui aurait dû être premier en ce moment, c'était Lausanne, et ça ne l'est pas. Et pour moi, c'est quand même surprenant de voir Yverdon Sport premier. Mais depuis quelques matchs, pour moi, je suis plus tellement surpris parce que ils font une très très bonne saison, on doit l'admettre. Et voilà. Oui, l'équipe, elle est très très bien construite, en fait. Elle est construite à merveille. Marco De Gennaro, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine expérience. Vous le connaissez, vu que vous suivez le FC Sion. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je mettais Yverdon dans le top 3 parce que, justement, je sens que l'équipe est cohérente, elle prend peu de buts, elle marque, elle est allée chercher des joueurs de Super League comme Koné, comme Sautier, d'autres. C'est vraiment cette cohérence qui me fait me dire que petit à petit,
les joueurs eux-mêmes vont devoir à un moment donné se dire bon allez on le fait, on y va, on le fait. Moi j'en ai parlé avec le capitaine, avec William Le Pogam. On était encore en 2022 je crois. Oui, on était encore en 2022, c'était avant la Coupe du Monde. Et il disait déjà oui on veut le faire, on veut essayer de monter en Super League. Après c'était justement les dirigeants qui freinaient par rapport aux infrastructures. Mais si déjà avant la Coupe du Monde, les joueurs, le capitaine disent voilà, on veut essayer de le faire, et maintenant t'es premier, on est bientôt au mois d'avril, au bout d'un moment, il faudra l'annoncer comme un objectif. Peu importe si c'est 1-2 ou barrage, mais à un moment donné, il faudra assumer ce rôle de leader maintenant. Ouais. Et moi, par rapport à ce classement, au vu des positions des clubs romans, alors c'est idéaliste, mais je rêverais bien d'un petit regroupé roman avec le Lausanne Sport, Yverdon et le Slow sur les 3 premières marches du podium. Hein, pourquoi pas? Ça pourrait être... Ça serait génial. Ce serait super pour le football roman. Après, il ne faudrait pas que Sion soit barragiste alors. Voilà, après... mais moi, je me méfie énormément de Thun. Parce que Thun, j'ai vu Thun jouer le week-end, dimanche dernier. Cette équipe, c'est une équipe il y a presque que des joueurs de Super League. Et Thun paye, je crois, un début de championnat raté. Il a fallu, voilà, il y a Lustrinelli qui est arrivé, il a mis ses pions en place, il a mis sa stratégie en place. C'est lui qui fait venir Jankovic, c'est lui qui fait venir Barès, c'est lui qui fait venir Oberlin, tous ces joueurs qu'il connaît des M21 et de la Suisse. Et là, moi, je les sens vraiment pour les avoir vus jouer, et je me réjouis, je les recommande bientôt contre Haro, je crois. Et on sent qu'ils sont en mission. C'est une équipe qui est en mission et qui s'est, à mon avis, mis en tête l'objectif de gagner tous les matchs. Et ils ont dû se dire, les gars, si on gagne tous les matchs, on va en Super League parce que les autres vont se manger des points entre eux. Il va y avoir des points perdus par-ci par-là et nous, si on gagne tout, on y va. Et je peux me tromper, mais moi, je les ai sentis comme ça. Et c'est pour ça que j'ai de la peine à imaginer les 3 romans dans les 3 premières places. Et je voulais revenir sur un point, tu t'as dit justement que Yverdon était assez cohérent dans son effectif, dans ses transferts cette année. Je vais pas retirer sur mon club de ma ville, mais il est peut-être plus, Yverdon est peut-être plus cohérent que le FC Sion, et sûrement parce que c'est pas du tout les mêmes budgets, ça, on est totalement d'accord, mais dans la façon de faire, c'est peut-être plus cohérent. Ouais. C'est clair. Ouais, oui, on est vraiment dans des opposés, parce qu'on a gardé, vous connaissez le petit Berdaïès, là, Théo Berdaïès, qui va en prêt à Yverdon et qui sort son épingle du jeu, qui est parfois bon, parfois moins bon, mais qui en fait joue plus régulièrement. C'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on passe de titulaire à pas convoqué, à remplaçant, à de nouveaux titulaires, et puis ce manque de continuité fait que ça manque d'automatisme et ça fait partie aussi de ces incohérences-là. Oui, non mais je suis complètement d'accord avec vous, hein, et j'espère que Thun va pas trop continuer sur sa lancée, mais j'ai quand même des souvenirs de Thun en Super League. Ça me dérangerait vraiment pas de revoir cette équipe en haut qui avait eu à certains moments eu l'occasion d'aller jouer le podium. Alors c'était rare, mais voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très content personnellement de la saison des romans en Challenge League, surtout d'Yverdon. Oui. C'est Ville qui va en fait, si Ville garde ce rythme-là, aller à un moment donné, et finalement, Ville est toujours là. C'est sûr que ce sera très très serré pour cette fin de championnat. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Moi, j'avais un dernier truc à dire. Et on parlait des romans en Challenge League. Il y a un club roman quand même qui m'a... qui me chiffonne un peu parce que il y a pas si longtemps que ça, ils étaient en Challenge League. En Super League, pardon. C'est que ça max.
Et j'ai un doute, c'est... Alors, je connais pas du tout les finances du club, si elles vont bien, si elles vont pas bien, mais qui doivent vraiment se débarrasser de beaucoup de personnes s'ils descendent en Promotion League. Ils passeront dans un niveau pas professionnel, et ils devront se débarrasser de beaucoup de personnes, et peut-être de leur stade, je pense. Je suppose, je suis pas sûr. Mais ça va être très, très dur à vivre si ça se passe comme ça, et j'espère qu'ils arrivent à rester, mais bon, c'est pas sûr qu'ils arrivent à rester en Challenge League. Voilà, j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus, parce que c'est quand même un club roman, et on l'a oublié dans cette émission, et je voulais le rappeler. Ouais, alors je sais pas si on refait une émission d'1 heure demain pour parler de Xamax. Non, il y a énormément de choses à dire. C'est un peu le chaos à Neuchâtel, ça se voit déjà simplement en étant à l'extérieur, dans les gradins, sur le terrain c'est pas très bon. Il y a beaucoup de désaccords. On a vu aussi ces banderoles des supporters, on a vu des joueurs discuter avec des supporters. C'est chaotique. Et on sent que c'est très très compliqué. Sans entrer dans les détails, il faut que je fasse attention parce que c'est un club qui tourne pas comme il devrait tourner, et en fait ça se ressent, ça se voit, et c'est dommage. J'ai de la peine à voir comment Xamax pourrait se sortir de cette saison autrement qu'en passant par un barrage. Moi je pense qu'au bout d'un moment ils vont commencer à se dire on n'arrivera pas au bout. Dans 2 semaines, pour moi, c'est OK. Maintenant, soit on va chercher le 9e, soit on se concentre sur ce barrage. On prépare 2 matchs, puis on se sauve comme ça. Mais c'est clair qu'à Neuchâtel, les supporters sont fatigués, mais un peu comme à Sion, finalement. Enfin, vous êtes jeunes, mais quand on fait nos micro-trottoirs, quand on parle avec les supporters à Sion, ou quand on croise ceux de Xamax, on a le même genre de réponse. On est fatigué, on en a marre, maintenant il faut du changement, on aimerait que ça bouge, et ça bouge pas à Neuchâtel, et c'est dramatique d'en arriver là. C'est une saison catastrophique, c'est une saison ratée de toute façon. Si tu te sauves, tu te seras sauvé face à une équipe qui n'est pas professionnelle, et voilà, ce sera de toute façon pas positif à la fin. Oui, moi, ça m'attriste aussi de les voir tout en bas comme ça. J'ai quand même un souvenir assez marquant, qui date d'il n'y a pas si longtemps, quelques saisons quand même. C'est leur sauvetage miraculeux face à Winterthur et face à Haro. Face à Winterthur, qu'est-ce que je dis? Face à Haro, bien sûr. Avec Stéphane Monchot sur le banc. Ouais, exactement. Varol Tazar, il me semble qu'il fait un très bon match à l'aller. Et voilà. Et là, de les voir là, c'est vrai que ça semble très compliqué. Et je me dis, si c'est pas cette saison, est-ce que c'est la saison prochaine qui tombe? Là, dans l'état actuel des choses, pour moi, ça semble plus être une question de temps que de... Ouais, c'est très compliqué. Et ce qui est génial, c'est que j'en parlais avec Stéphane Anchaud il n'y a pas très longtemps, quand on est allé commenter le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Lui il me disait, moi j'ai joué mon premier match en pro à Bernabeu. Et moi, je lui ai dit, waouh, mais c'était avec Liverpool. Puis il me dit, non, c'était avec Neuchâtel Xamax en 1991. Et il me disait, mais aujourd'hui, quand on dit aux jeunes que ce club a joué un 8e de finale aller-retour contre le Real, et que Xamax avait gagné 1-0 à la Maladière. Ils avaient été battus 4-0 au retour, mais Xamax a joué la Coupe d'Europe, a joué la Coupe UEFA, et voilà, aujourd'hui, ce club qui est là, forcément, les plus jeunes doivent se demander comment c'était possible que Xamax joue la Coupe d'Europe en 8e de finale contre le Real. C'est ce qui est très, 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 très saisissant aujourd'hui, dans le contraste aussi. Non, c'est très triste, hein. Il y a pas mal d'autres clubs, hein. On
pourrait citer Nottingham Forest, je pense, qui a gagné des Ligues des Champions, qui, bon, maintenant, ils reviennent gentiment, sont en première ligue, mais qui a quand même traversé des années assez compliquées. Il y a des clubs qui ont des cycles, je pense, et là Xamax, c'est assez flou leur avenir. Mais Xamax n'est pas aidé. Voilà. Et puis moi, il y a vraiment une image qui m'a choqué cette saison avec Neuchâtel Xamax, c'est un tifo que les supporters avaient fait, c'était pour le 3e ou 4e match de Super League, de Challenge League, pardon. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu, c'était à la Maladière contre Yvernon. Et ils avaient pris plein de trucs de vacances, ils avaient dit, comme vous, encore en vacances. Comme vous. Et je me souviens la réaction d'Andrea Binotto après ce match qu'ils ont perdu. Il dit, il était déjà excédé par le comportement des supporters. Et il a dit, il pensait déjà à préparer ses valises, en fait. Et je me suis dit, là, si ça commence dans ce base-là, avec ces bases-là, je sais pas comment ça va continuer pour que ça max. Et j'ai eu raison, ils sont 10e et ils sont dans de mauvais draps. C'est le cas de le dire. Ouais, absolument. C'est le début de saison, le milieu de saison et la fin de la saison se ressembleront fatalement. C'est obligé. L'équipe n'est pas mise dans les meilleures conditions pour travailler. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais voilà, on off pour parler avec des joueurs, avec des dirigeants, avec des gens qui connaissent bien l'équipe. Voilà, l'équipe n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir faire une vraie saison de foot. Voilà, donc nous on a à peu près fait le tour des clubs romans, des thèmes qu'on voulait aborder, donc l'équipe de Suisse et nos différents clubs romans qui nous tiennent tant à cœur. On voulait te remercier vraiment 1000 fois pour ton temps. Avec plaisir, merci à vous. C'est chouette ce que vous faites. Merci. Et on était très contents de passer ce moment-là et d'avoir pu discuter un peu de football suisse. Ouais, c'était vraiment très cool. Et on espère à bientôt pour des prochaines vidéos et puis voilà. Ouais, avec plaisir.